Mes chers amis, bonjour et bienvenue pour ce qui doit être la huitième rencontre dans notre série Une heure, une œuvre, consacrée cette fois-ci à un peintre des Provinces-Unies, des Pays-Bas, nous dirions aujourd'hui de Hollande, Pieter de Hoer, dont nous allons voir que très probablement il a été baptisé le 20 décembre 1629 à Rotterdam et qu'il est enterré le 24 mars 1684 à Amsterdam. Alors, quelques éléments bibliographiques pour ceux d'entre vous qui voudraient approfondir ce parcours que nous allons faire un peu à la manière d'un album dans la carrière de Pieter de Hoer et de ses contemporains. Je crois que c'est difficile de parler de la peinture hollandaise et donc de la culture qui sous-tend cette peinture dans ce qu'il est convenu d'appeler le siècle d'or hollandais, c'est-à-dire le XVIIe siècle, sans faire référence à ce livre de Simon Schama, qui en anglais s'appelait The Embarrassment of Riches et qui en français s'appelle L'embarras de richesse, et qui a été publié donc par Gallimard dans la collection de la Bibliothèque illustrée des histoires, et qui, comme par hasard, se sert d'un tableau de Pieter de Hoer, qui s'appelle La mer, que vous voyez ici, et qui est le type même de ce qu'on appellerait une scène de genre. Alors, je vous rappelle que quand les peintres tels que Pieter de Hoer et ses amis et rivaux et collègues, si je puis dire, ou membres comme lui de la guilde de Saint-Luc, puisque, vous le savez, Saint-Luc était non seulement évangéliste et médecin, mais aussi peintre, et donc toutes les associations de peintres à l'époque se plaçaient sous le patronage de Saint-Luc, l'évangéliste peintre. Toutes ces associations de peintres, les premières académies à avoir existé, procédaient à une classification hiérarchique, hein, la hiérarchie des genres. Alors en tête, vous aviez bien sûr le grand genre, la scène d'histoire, soit empruntée au monde antique gréco-romain, soit empruntée au monde antique juif, l'Ancien Testament, et puis des épisodes bien sûr du Nouveau Testament. Ensuite, on pouvait imaginer que vous alliez isoler un des personnages d'une des grandes scènes du passé et en faire le portrait, ou faire le portrait d'un contemporain habillé en costume de ces époques glorieuses de l'histoire humaine. Il y avait ensuite la possibilité pour le paysage d'émerger progressivement comme un sujet à part. Puis la scène de genre, toujours vaguement soupçonnée de vulgarité, le genre le moins noble étant bien sûr la nature morte. Et on sait à cet égard l'importance de certains peintres espagnols comme Sanchez Cotán, des Français comme Chardin, qui peu à peu ont hissé cette sorte de bas du tableau de l'histoire de la peinture ou de bas du tableau des classifications de la peinture jusqu'au statut d'un des très grands genres de la peinture. Et donc là, nous avons une scène de genre typique, nous y reviendrons tout à l'heure, donc la mer de Pieter de Hoer qui sert d'illustration pour la couverture de L'embarras de richesse de Simon Schama, probablement la meilleure étude jamais publiée sur l'arrière-plan culturel, politique, économique, sociale des tableaux de Pieter de Hoer. En 2019, à Delft, au musée municipal qui s'appelle le Prinsenhof, qui était la résidence de Guillaume le Taciturne, le fondateur des Provinces-Unies réformées contre la présence espagnole dans les Flandres. Et Guillaume le Taciturne a été assassiné au Prinsenhof, nous en reparlerons tout à l'heure. Eh bien, au Prinsenhof était présentée en octobre 2019 une exposition qui se focalisait sur Pieter de Hoer en le situant bien sûr dans un rapport de proximité à son contemporain le plus connu qui est Vermeer. Ça n'est pas facile de survivre en peinture quand vous avez comme contemporain Vermeer. Mais justement, cette exposition du Prinsenhof à Delft essayait de
d'une certaine façon, de redonner à Peter de Hoogh la place qu'il a toujours du mal à conquérir à proximité, comme il l'est, de Vermeer. Je vous rappelle qu'en 2017, au Louvre, le catalogue est encore disponible, nous avons une exposition qui s'appelait Vermeer et les maîtres de la peinture de genre. Certaines personnes s'étaient plaintes que le titre de l'exposition était un peu trompeur compte tenu du fait que, si je me souviens bien, il y avait un seul tableau de Vermeer dans l'exposition. Mais justement, ce qui nous intéresse dans ce catalogue, c'est la référence à la peinture de genre, dont nous venons de parler. Et puis, ceux d'entre vous qui veulent bien commander chez Amazon, vous pouvez récupérer très facilement un livre de Wayne Franitz, qui est un professeur d'université et critique d'art américain. Son université, c'est l'université de Syracuse dans l'État de New York. Et il a publié, à l'invitation de la collection et du musée Getty, une étude, c'est un spécialiste de la peinture hollandaise du siècle d'or, il a publié donc à l'invitation de la collection et du musée Getty en 2006 une étude sur un des tableaux de cette collection qui est de Peter de Hoogh et qui représente une femme qui prépare du pain et du beurre pour un garçon. Nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Alors, les éléments biographiques, qu'est-ce que nous avons de Peter de Hoogh? En fait, très peu de choses. Un certain nombre de critiques se demandent si ce portrait qui est attribué de façon à peu près acquise à Peter de Hoogh ne serait pas par hasard un autoportrait du peintre à l'âge de peut-être 19 ans. Voilà, ce serait la seule image que nous avons de Peter de Hoogh, mais au moins cela nous en fait une, par opposition par exemple à Vermeer, que nous ne voyons que apparemment de dos dans l'atelier du peintre. Donc il est baptisé le 20 décembre 1629 à Rotterdam, il est enterré le 24 mars 1684 à Amsterdam. Son père était maçon, sa mère était sage-femme, donc il vient d'un arrière-plan qui n'a pas grand-chose à voir avec la peinture, et le fait qu'il débouche dans la peinture montre l'importance de la peinture, des images, et des images laïcisées, des images saines de genre, plutôt que représentations sacrées, dans les Provinces-Unies à l'époque. Alors, si on regarde un tout petit peu ses maîtres, il serait allé travailler à Haarlem, la ville de Frans Hals, chez Nicolas Berchem. Alors, Nicolas Berchem fait partie de ces peintres hollandais qui sont allés chercher la lumière de l'Italie, qu'on appelle parfois les bamboches, mais en dehors du groupe des bamboches, il y a d'autres personnages qui sont allés en Italie essayer de chercher cette lumière qui faisait défaut aux Flandres. Et vous avez là un tableau qui mélange à la fois la mythologie, peut-être Vénus et un satyre, et en même temps la représentation, pensez par exemple au fameux taureau de Paulus Potter, qui représente la représentation du cheptel hollandais. Alors, est-ce que Nicolas Berchem a vraiment été le maître de Peter de Hoogh? Un certain nombre de gens en doutent parce que Berchem, c'est quand même l'homme du paysage. Alors, c'est vrai que Jacob Oosterveld a aussi été un élève de Berchem et que vous avez de Oosterveld ici un tableau dont l'agencement et le sujet domestique et le côté très scène de genre pourraient correspondre à Peter de Hoogh. Et donc, on sait que Oosterveld était l'élève de Berchem, et donc on peut avoir été l'élève de Berchem et ne pas s'être spécialisé dans le paysage, qui peut justifier cette idée que donc Peter de Hoogh aurait été l'élève de Berchem lui aussi. En même temps, vous le voyez, les scènes, c'est pour ça que j'ai rapproché Oosterveld et un tableau de Hoogh. Quand les tableaux ne sont pas identifiés, ce sont toujours des tableaux de Hoogh ou de Vermeer. Hein. Là, vous avez vraiment l'univers domestique essentiel de l'œuvre de Peter de Hoogh, c'est-à-dire la cour, on va en reparler bien sûr, la cour par rapport à laquelle l'obligation de propreté est toujours marquée par la présence du balai. Et puis en même temps, vous avez cette idée d'une bourgeoisie cultivée, puisque derrière la servante et l'enfant, vous avez probablement la mère et le père et peut-être un ami du père qui sont sous un petit abri de jardin à fronton triangulaire et à colonnes
qui montre une ouverture culturelle, bien sûr, sur l'Italie, peut-être par la migration des Flandres du Sud et la fascination italienne d'un Rubens qui serait monté en dépit de la séparation entre les Flandres du Nord acquises à la Réforme et les Flandres du Sud restés fidèles au catholicisme romain, qui révélerait cette présence de cette architecture italianisante, une circulation des modèles et des goûts entre les deux parties des Flandres. Alors, l'autre maître, et ça c'est Rotterdam, l'autre maître possible de Pieter de Hoorn, c'est Hendrik Sorg. Évidemment, ce qu'on voit ici nous fait beaucoup plus penser à l'œuvre de Pieter de Hoorn que les paysages de Berchem. Et donc, on s'accorde généralement à penser que peut-être Berchem, en tout cas quasi certainement Sorg, chez lui à Rotterdam, où il aurait appris effectivement son métier. Alors, l'important probablement dans la vie de Pieter de Hoorn, c'est à ce qu'on peut appeler probablement 23 ans, hein, il va s'installer à Delft. Delft où il restera jusqu'en 1660 au moins, avec probablement entre 1660 et 1684, période où il va, pense-t-on, résider à Amsterdam, au moins au début, disons entre 1660 et 1670, pas mal d'allées et venues, d'allées et retours entre Delft, son ancienne ville, et Amsterdam, sa nouvelle installation. Alors évidemment, s'il arrive véritablement à Delft vers 1652, la Delft qu'il va rencontrer ressemble un tout petit peu à ce qu'il faut appeler quand même un des tableaux les plus célèbres de toute l'histoire de la peinture, pas simplement à cause de la fascination de Bergotte, le personnage qui représente l'artiste littéraire dans la recherche du temps perdu et qui ira mourir devant le tableau à la recherche du petit pan de mur jaune. Mais c'est vrai que nous avons là cette fameuse vue de Delft par Vermeer qui a été peinte peut-être en 1660-1661 et qui nous donne une idée extrêmement précise de l'environnement dans lequel a vécu Pieter de Hoorn. Alors, quand il arrive, très probablement en 1652, il y a à Delft un peintre très connu, peut-être à son époque plus connu que Vermeer, qui s'appelle Karel Fabricius. Et Karel Fabricius qui mourra le 12 octobre 1654 dans l'explosion de l'usine de Delft qui fabriquait de la poudre. Évidemment, c'est une source de richesse pour une ville que d'avoir une usine qui fabrique de la poudre, mais sorte d'anticipation de Céveso, effectivement, l'usine de poudre de Delft a explosé et un certain nombre d'habitants de Delft ont été tués dans cette explosion, dont le peintre Karel Fabricius. Karel Fabricius, dont vous voyez ici la fameuse vue de Delft avec, pense-t-on, autoportrait en 1652, présence à la fois de la ville, des canaux, de la musique, très important, comme si le peintre se voyait comme un musicien chargé de l'harmonie de la vie quotidienne. Ce que vous voyez là, très nettement, n'est pas, si vous regardez les clochers, la même église, mais ça, c'est intéressant, puisque ici, vous avez la vieille église, la Oude Kerk de Delft, peinte en 1600, vers 1657-1659 par Pieter de Hoorn dans un très beau tableau que j'aime personnellement beaucoup et qui représente les champs de blanchiment, c'est-à-dire les endroits où on allait étendre le linge après l'avoir lavé et pour qu'il prenne effectivement, pour qu'il sèche et qu'il ait un blanc à peu près impeccable et intact. La préoccupation de l'impeccabilité du linge est quelque chose qui correspond, encore une fois, à un thème sur lequel nous allons revenir, cette idée que la propreté matérielle de la vie est probablement quelque chose qui ne peut pas être séparé de la propreté morale de la vie. Et vous voyez sur le mur de gauche quelque chose qui est très à Pieter de Hoorn, mais pas simplement à lui, hein, à Vermeer aussi, c'est-à-dire le travail d'assemblage des briques qui permet de monter les murs et de créer les lieux dans lesquels les gens peuvent
vivre et peuvent mener une vie à la fois ordinaire, mais imprégnée de sens. Hein, voilà. Alors, on revient sur le Carrel Fabricius et sur la présence dans le tableau que j'ai montré tout à l'heure de la nouvelle église de Delft. Et la nouvelle église est très importante parce que c'est dans la nouvelle église qu'est enterré le héros national, c'est-à-dire bien sûr Guillaume le Taciturne. Guillaume le Taciturne qui sera assassiné dans le Prinsenhof très probablement sur ordre de Philippe II, dont il avait été le camarade de jeu, peut-être par la médiation du cardinal Antoine de Granvelle, le fils de Nicolas Pernot de Granvelle. Et donc l'assassinat aura lieu dans le Prinsenhof le 10 juillet 1584. Guillaume le Taciturne sera enterré dans ce monument très italianisant que vous voyez entre les deux colonnes dans la Nieuwe Kerk, et le lieu deviendra un lieu de pèlerinage nationaliste, d'adhésion à la fois à l'autonomie politique, à l'indépendance politique des Provinces-Unies et en même temps à la religion réformée, celle que Guillaume de Taciturne avait encore une fois choisie. Également de Carrel Fabricius, cette pauvre sentinelle, tableau que je trouve personnellement extrêmement émouvant. Vous voyez la pauvre sentinelle et son chien. Au-dessus, vous devinez un panneau mural qui représente Saint-Antoine et son cochon. Les saints du passé sont effectivement repris par les fragiles, les misérables du présent. Et puis, bien sûr, il n'était pas question de ne pas montrer le Chardonneret que vous voyez ici et qui est considéré probablement comme l'œuvre la plus célèbre de Fabricius. Autre personnage qui était présent à Delft quand Peter de Hoogh y est arrivé, Nicolas Maas. Alors Nicolas Maas, c'est quelqu'un qui utilise la scène de genre dans le sens d'une dénonciation dont la véhémence n'est peut-être pas l'aspect principal, mais qui nous fait regarder un peu amusé, de manière ironique, les maux de la société ou des fragilités de la société. Vous voyez ce personnage qui a fini par s'endormir probablement sous le double effet du vin et du tabac. Et à ce moment-là, soit la maîtresse de maison, c'est-à-dire l'aubergiste, ou éventuellement une des servantes, mais compte tenu du vêtement qu'elle porte, c'est peut-être plus la maîtresse de maison, ce qui est encore plus grave d'une certaine manière, vient tout simplement lui faire les poches. Hein. Et puis, autre élément, vous voyez là aussi, dans une auberge probablement, là aussi, est-ce la propriétaire, est-ce une serveuse, cette idée de l'indiscrétion, on écoute, où on se rend compte qu'en bas à gauche, sous ce qui est l'escalier, mais qui est probablement un peu en retrait par rapport à la pièce dans laquelle arrive l'escalier, quelqu'un est en train d'embrasser une dame. Alors, est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est le fiancé? Est-ce que c'est l'amant? Et le personnage avec la lanterne derrière, est-ce qu'il est l'entremetteur? En tout cas, on est là aussi dans un registre de l'indiscrétion. Et puis, bien sûr, on ne peut pas échapper à l'idée que Peter de Hoogh est à Delft en même temps que Vermeer. Vous avez ici, au début de la carrière de Vermeer, la trace chez Vermeer de, comment dirais-je, la tradition de la peinture, ce qu'on a appelé le grand genre, puisque ici, vous avez une illustration d'un passage du Nouveau Testament. C'est la fameuse visite du Christ chez son ami Lazare. Lazare est absent et du coup, ses sœurs, Marthe et Marie, décident de recevoir aussi bien que possible l'ami de leur frère. Marthe disparaît à la cuisine pour préparer un repas pour le visiteur, pour l'hôte, pendant que Marie s'assoit à ses pieds pour écouter son enseignement. Et on sait que Marthe reviendra un peu plus tard, ce qui est en train de se passer ici, et elle va un tout petit peu protester en disant « Mais est-ce que ça ne t'ennuie pas que ma sœur soit là à t'écouter pendant que moi, je fais tout le travail à la cuisine ?» Et vous savez, le Christ répondra « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas ôtée. » Cette présence du sujet du grand genre biblique néo-testamentaire encore chez Rembrandt, dans un très beau dessin, exactement la même scène. On voit à gauche Marthe qui arrive de la cuisine et qui s'adresse effectivement au Christ en lui demandant si c'est vraiment normal que Marie reste là à ne rien faire. Et le Christ, bien sûr, valide l'attitude de Marie. Cette persistance du sujet du grand genre
dans les Provinces-Unies, elle est aussi rendue possible par la présence de ceux qu'on appelle vers 1620, 1630, 1640, c'est-à-dire après tout à peine 2 décennies avant Peter de Hoogh, la présence dans les Provinces-Unies, à Utrecht en particulier, une des rares villes des Provinces-Unies à être restée massivement catholique, la présence de 3 peintres dont nous avons souvent parlé, les Caravagesques d'Utrecht, Honthorst, Van Baburen et Terbruggen. Ici, vous avez évidemment un sujet du grand genre, c'est-à-dire le moment où la servante reconnaît Pierre comme le disciple du Christ et appelle les soldats pour qu'ils puissent l'arrêter. Vous voyez évidemment la lumière de la bougie cachée, processus caravagesque classique, et c'est vrai qu'on est dans un contexte de scènes de genre, vêtements contemporains des soldats, etc. Mais en même temps, il s'agit d'un sujet venu, encore une fois, du Nouveau Testament. Et même chez Rembrandt, je n'ai pas remis le nom de Rembrandt ici, mais c'est lui bien sûr, même scène, c'est-à-dire évidemment Saint-Pierre reconnu et dénoncé par la servante, à nouveau héritage caravagesque de Rembrandt, avec la flamme de la bougie cachée par la main jusqu'à presque la transparence de l'index de la servante. Et vous voyez bien qu'avec avec Rembrandt, c'est une sorte, je l'ai dit plusieurs fois déjà, c'est une sorte de dernier flamboiement de la transcendance, alors que ce flamboiement va se résorber dans la lumière quotidienne de la scène de genre chez des gens effectivement comme Vermeer et comme Peter de Hoogh. Chez Vermeer, on est dans une scène qui vient du Nouveau Testament, mais on est dans un éclairage du quotidien et du contemporain. Regardez chez Quellin Lejeune, qui est un peintre anversois, c'est très intéressant de voir le tableau est encore justifié par la présence de la scène religieuse, avec le Christ, Marie à ses pieds, Marthe qui intervient, mais vous voyez bien que la scène religieuse, la justification du tableau par la référence au Nouveau Testament est déportée vers la gauche du tableau et qu'elle occupe quand même une place relativement restreinte, alors qu'au premier plan, vous avez l'extraordinaire nature morte qui semble avoir transporté la cuisine dans la salle de la maison des deux sœurs. Et d'ailleurs, ce sont 2 peintres, Quellin Lejeune et Fitt de l'autre côté, anversois tous les deux. L'un, Quellin Lejeune, s'occupe de ce qu'on pourrait appeler le grand genre, et l'autre, Fitt, s'attache à ce qui était à l'époque, encore une fois, le genre le moins noble de toute classification des genres à l'époque, c'est-à-dire la nature morte. Mais c'est vrai que dans les Provinces-Unies, dans la Hollande actuelle, la doctrine de Max Weber sur le fait que la richesse incarnée ici par l'abondance des biens, la beauté des delphes qui sont sur la table, cette abondance des biens était le signe de la bénédiction divine sur la collaboration par le travail de l'homme à l'œuvre créatrice de Dieu. Et vous avez alors des choses aussi qui sont assez étonnantes. Regardez cette scène qui se passe, alors on va y revenir dans un instant, c'est très probablement une scène dans une auberge ou dans un corps de garde. Si vous regardez attentivement en haut, vous avez un tableau dont le coin apparaît en haut à droite. Et vous voyez le personnage qui est situé sur la gauche avec un autre tableau au-dessus de lui. Le personnage, ils sont en train de jouer aux cartes, et sa présence de 3/4 qui oriente le regard vers l'intérieur du tableau comme une sorte de ligne oblique. On dit qu'on retrouve la même posture. Alors, vous verrez les dates, 1657, 1658 chez Peter de Hoogh, vers 1657 pour cet officier et la jeune fille riant de la collection Frick à New York de Vermeer. C'est très, très étonnant. Alors, vous trouverez des gens qui vous diront que ça ne peut être que Vermeer, dont la composition, ce personnage vu de dos, de 3/4, lui qui a inspiré, bien sûr, à De Hoogh ce personnage vu de dos, de 3/4. D'autres sont moins affirmatifs et sont moins enclins à immédiatement donner l'initiative à Vermeer au détriment de Peter de Hoogh. La carte, alors là, ça c'est très clair, la carte, c'est pour manifester évidemment l'importance des Provinces-Unies et l'idée que les Provinces-Unies représentent à la fois par leur système
parlementaires, les États généraux gouvernent les provinces, et par le choix des religions réformées, les provinces unies représentent une nouvelle manière d'être au monde, encore une fois, le siècle d'or de la Hollande. Et regardez ça, qui est quand même très étonnant, puisque c'est un Pieter de Wurt de 1664. Ceux d'entre vous qui connaissent ce tableau reconnaissent des choses. Alors, je ne parlerai même pas du tapis placé sur la table qui pourrait effectivement nous renvoyer à la jeune fille devant la fenêtre de Dresde de Vermeer, mais peut-être le plus frappant, ce sont les fameuses chaises aux têtes de lion. Hein. Ces fameuses chaises aux têtes de lion, dont on disait que Vermeer avait une paire qui lui avait été léguée par sa belle-mère et qu'on retrouve, par exemple, exactement la même. Hein. C'est quand même très, très frappant. Vous avez dans le Pieter de Wurt à droite la chaise avec les têtes de lion. Ici, évidemment, le modèle, en quelque sorte, de la chaise. Et puis, vous retrouvez la chaise chez Vermeer. Et en plus, elle est en train de peser elle est en train de peser des pièces pour savoir si les pièces sont vraies. Peut-être une commerçante qui est en train de faire sa caisse. Alors, on oublie en même temps parfois de regarder l'extraordinaire qualité des bleus, à la fois là aussi, ce gilet aux manches et au bas de fourrure blanche qui nous renvoie à la présence de ce même gilet, mais alors avec une étoffe jaune dorée dans les tableaux de Vermeer. Et là, évidemment, ce tableau de Vermeer, qui est à Washington maintenant, de cette femme qui pèse non pas des pièces, mais des perles, avec derrière le jugement dernier et la pesée des âmes. Et puis, regardez ici ce couple dont vous allez découvrir la totalité dans un instant, devant une cage avec un perroquet à l'intérieur. Hein. Alors, c'est assez extraordinaire parce que vous avez un tableau de Vermeer où on retrouve la même cage avec un perroquet, mais ce n'est pas du tout le même contexte. Ici, vous avez une femme avec un verre de vin, ce qui est, on le verra tout à l'heure, toujours un tout petit peu problématique. À droite, l'instrument de musique qui suggère l'harmonie, la séduction. Vous avez le petit pot dans la leçon de musique qui appartient à la collection de la reine d'Angleterre, la collection royale anglaise. Vous avez ce même pot blanc posé sur la table dans la leçon de musique. Et là, on a une scène qui est peut-être une scène de séduction un tout petit peu problématique, alors que là, on a une scène familiale où on est en train effectivement de s'occuper d'un enfant en lui montrant un perroquet et en nourrissant le perroquet sous ses yeux. Voilà l'ensemble de la scène. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est la composition, hein, puisque la scène du monsieur, de la dame, du perroquet, du verre de vin, elle est située dans une pièce intermédiaire. Nous sommes dans une autre pièce où nous voyons la scène, tout en voyant que derrière la pièce où se déroule la scène, il y a encore un couloir et d'autres pièces. Ces imbrications, ces emboîtements d'espace sont essentiels chez Pieter de Wurt et essentiels chez Vermeer. Et j'insiste sur le fait que vous avez au premier plan le ballet et le seau, donc vous pouvez vous demander ce qu'ils font là, parce que la grande question, c'est la propreté, encore une fois, propreté physique et matérielle, propreté morale. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent de l'histoire de Zeuxis et de Parasius, vous savez, Zeuxis qui avait fait ses raisins, que des oiseaux étaient venus, qui avaient peint une fresque avec des raisins faux, bien sûr, dans la fresque, des oiseaux vrais étaient venus picorer et qui montrait à quel point le travail du peintre était fabuleux. Vous le savez, son ami Parasus, un peu vexé, l'avait invité quelques jours après à venir voir un tableau chez lui. Et Zeuxis était entré, avait attendu et puis avait dit, bah, écoute, quand tu voudras bien soulever le rideau. Et au moment même où il disait, quand tu voudras bien soulever le rideau, il s'est aperçu que c'était le rideau qui était peint, qu'il avait pris pour un rideau réel et que c'était la réponse de Parasus à Zeuxis sur la capacité de la mimésis, c'est-à-dire sur la capacité à imiter le réel de façon totalement troublante. Et vous voyez que ces emboîtements d'espace, avec à nouveau le thème du ballet, on les retrouve encore chez quelqu'un qui peignait à Delft exactement à la même époque que Vermeer d'un côté et Pieter de Wurt de l'autre, les carrelages impeccables, le thème du ballet, les carreaux de Delft qui servent effectivement de plainte
en bas des murs, et puis ces espaces avec les clés qui marquent bien l'entrée du dehors vers l'intime, l'entrée du lieu du travail vers le lieu de la vie familiale, et au mur, dans le tableau de Hoogstraten, un tableau qui est probablement une synthèse de deux autres tableaux, le Gérard ter Bosch de 1654 et le Casper Netscher de 1655, tous les deux représentant le thème de l'admonition paternelle, dit-on, peut-être aussi d'un client d'une maison close, dont la tenancière et la maquerelle chef serait la dame en noir, et la jeune femme vue de dos ne serait pas du tout une jeune fille admonestée par son père, mais malheureusement la future proie du monsieur qui est assis à droite. Voilà. Et vous sentez ces phénomènes d'emboîtement, hein, cette illusion assez extraordinaire de profondeur. Nous sommes dans un espace, on nous en suggère, dans le tableau de Hoogstraten, on nous en suggère 1, 2, 3, hein, différenciés par les couleurs de carreaux. Et vous voyez bien que chez Pieter de Hoogt, nous sommes sur un plancher, on va passer sur un premier type de carrelage, puis on passera sur un deuxième type de carrelage, cette illusion assez extraordinaire de la profondeur. Et vous voyez ici, chez Vermeer, la lettre d'amour, que nous sommes effectivement à l'extérieur de la pièce et que nous avons le même type d'emboîtement d'espace qui s'arrête, bien sûr, derrière la femme et la servante qui vient de lui apporter la lettre d'amour. Mais c'est quand même extrêmement intéressant de voir à quel point il y avait chez ces gens qui devaient se voir régulièrement, être amis, peut-être un peu se jalouser. Hein. Vous retrouvez le gilet ici bordé de fourrure avec le satin jaune. Hein, voilà. Donc, entre 1652 et jusqu'en 1660, peut-être plus longtemps, ou alors peut-être parti à Amsterdam en 1660 et n'arrête-t-il pas de faire des allées et venues. Pieter de Hoogt, donc, habite Delft de 1652 à 1660 et il y regarde probablement des tableaux de Karel Fabricius, de Nicolas Maas, de Samuel van Hoogstraten, de Vermeer, bien sûr. Alors, la grande question d'Amsterdam, c'est pourquoi est-il parti? Alors, on a parlé d'une situation économique de Delft après l'explosion de la poudrière qui est devenue un peu plus difficile. Delft vivait beaucoup de la vente de ces céramiques imitant les céramiques chinoises et qui servaient à la fois pour la table et aussi, on l'a vu, pour la construction, les plinthes de carreaux de céramique. Et là, vous avez une toile de Pieter de Hoogt qui traduit son transfert à Amsterdam, puisque nous sommes dans un des grands salons d'apparat de l'hôtel de ville d'Amsterdam. Alors, évidemment, l'hôtel de ville, c'est important parce que c'est le pouvoir communal, lequel pouvoir communal va déboucher sur un pouvoir régional, provincial, et la conjugaison de ces pouvoirs va donner naissance au régime politique des Provinces-Unies. Et vous avez un autre coin ici de l'hôtel de ville d'Amsterdam dans lequel un ménage est en train de se promener, suivi par leurs servantes portant leur enfant. Et alors, vous sentez très bien qu'on en avait parlé tout à l'heure à propos de la première scène de cour, au sens de courtyard, de cour intérieure, qu'on avait vu chez Pieter de Hoogt, l'importance de l'arrivée progressive de ces références à une architecture classique d'origine italienne et retour à l'Antiquité. Les pilastres cannelés que vous voyez ici à plusieurs reprises, l'apparition des guirlandes au-dessus des arcs en plein cintre, des guirlandes sculptées au-dessus des arcs en plein cintre, des portes, des chapiteaux, enfin voilà. Tout ça traduit peut-être le fait que Amsterdam est à la fois l'endroit où s'incarne la spécificité des Provinces-Unies, mais c'est aussi l'endroit où peut-être les embarras de la richesse font qu'on achète des objets, des systèmes décoratifs qui trahissent finalement la spécificité des Provinces-Unies par une référence italianisante et au-delà de la référence italianisante culturelle, on s'en va vers des régimes politiques peut-être plus fondés sur une monarchie de droit divin et puis bien sûr vers le retour à Rome. Hein, voilà. Alors la carrière de Pieter de Hoogt
dans les, disons, 20 dernières années est une carrière qui va s'en aller vers une représentation de plus en plus nette du luxe qu'on va voir à la fois à travers la qualité des étoffes des vêtements portés par les femmes, la décoration intérieure, les tapis posés sur les tables, puisque vous savez qu'à l'époque, les tapis d'Orient étaient posés sur les tables. Regardez, on a là un univers tel que les colonnes à chapiteaux dorico-toscan qui habillent d'une certaine façon la cheminée, colonnes de porphyre. On va revenir dans un instant sur l'habillage des murs, à nouveau ce très beau tapis d'Orient sur la table. Et vous sentez que ce monde aristocratique dans lequel le jeune domestique est en train d'apporter une carafe de vin, ce monde est un monde qui, moralement, le couple qui est en train de, disons, de flirter près de la fenêtre, tout ça est peut-être le signe d'une sorte de dégradation de l'idéal des Provinces-Unies. Voilà. Alors là, vous avez une très belle scène par Peter de Hoogh où vous avez, bien sûr, la représentation de ce qui va être un des grands éléments du luxe du XVIIe siècle hollandais, c'est-à-dire les murs sur lesquels on va habiller en particulier pour l'hiver, pour protéger de l'humidité et du froid, de ce qu'il faut bien appeler de la tapisserie de cuir de Cordoue. Et à nouveau ici, peut-être ici on est plus dans une scène familiale, mais vous voyez que le jeune homme derrière la femme aux vêtements bleus et qui est peut-être l'aubergiste est en train de servir un récipient, une flasque en étain à la main. Et puis, typique de Peter de Hoogh, évidemment, l'ouverture. Hein. Regardez le type de tissu qu'on trouvait sur les murs des maisons alors vraiment très bourgeoise du XVIIe siècle et à Amsterdam, parce que Amsterdam est en train de faire sa fortune sur sa situation de port. Hein. Brodel a dit ça magnifiquement. C'est vrai qu'Amsterdam invente l'idée qu'il n'est pas nécessaire de produire pour faire de l'argent. L'essentiel pour faire de l'argent et en faire vite et sans trop d'investissement, c'est de faire circuler les marchandises, de les recevoir, de les distribuer, etc. Voilà. Ici aussi, toujours Peter de Hoogh, plutôt vers les années 75-80. C'est probablement plus froid. Il y a même, paraît-il, dans la grande toile qui est au-dessus des deux portes, une fermée ou en tout cas une peut-être avec une tenture noire, l'autre avec deux personnages à droite, au-dessus une représentation de l'école d'Athènes de Raphaël. Cette arrivée des influences esthétiques italiennes ne fait que confirmer ce que je disais tout à l'heure, qu'on retrouve ici bien sûr avec les pilastres cannelés et les volutes évidemment ou plus encore que les volutes, peut-être les feuilles d'acanthe des chapiteaux derrière. Et l'obsession de la musique va devenir très importante. Alors la musique représente bien sûr l'harmonie. Vous retrouvez tout, hein, les détails de la cheminée dont on a parlé tout à l'heure, et cette obsession de la musique avec une qualité des vêtements qui est assez exceptionnelle. Et il s'agit bien sûr ici de célébrer l'harmonie. Alors est-ce que cette célébration de l'harmonie elle est une affirmation un tout petit peu stridente de l'harmonie. Nous sommes harmonieux, nous sommes dans l'harmonie, alors que peut-être on n'y est déjà plus. Ça, je ne sais pas. Hein. Mais vous sentez la richesse des vêtements, y compris dans les vêtements de la femme, probablement, qui chante à droite ou qui va chanter, et puis la très belle tenture tapis qui semble être sur la table sur laquelle elle appuie le coude et derrière lequel une autre femme est en train de jouer d'un instrument de musique. Et puis, le plus caractéristique de Peter de Hoogh dans des tableaux même faits à Amsterdam, c'est cette ouverture, c'est cette lumière qui arrive d'une source invisible et la présence, encore une fois, de l'innocence représentée par les enfants. Plus on avance dans la carrière de Hoogh, plus, me semble-t-il, s'introduit même dans les représentations musicales quelque chose qui est de l'ordre un tout petit peu d'une dissonance. Hein. Et regardez cette scène-ci, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose d'agitation, me semble-t-il, et puis d'une manière de composer des lignes qui sont des lignes obliques plutôt que droites et qui semblent effectivement traduire quelque chose
d'un peu fiévreux, d'un peu mouvementé, qui n'a rien à voir avec le sentiment d'intériorisation, de calme et de paix que l'on trouve dans les tableaux de la période fondamentale de Peter de Hoogh. Et là, alors, on est véritablement chez quelque chose qui, dans ce régime parlementaire dont l'ensemble des valeurs sont des valeurs bourgeoises, on est peut-être dans la montée ou la recomposition d'une structure aristocratique de la société avec quelque chose qui ressemble quand même peut-être plus à un château qu'à une maison bourgeoise, un parc qui est plus un parc qu'une cour de maison à Delft ou même qu'un jardin, et l'idée qu'on va effectivement jouer aux quilles là dehors avec des vêtements somptueux et très élégants. Là aussi, la présence de la petite statue de quelqu'un qui doit probablement être un Cupidon ou voilà. Les spécialistes de Hoogh disent que lorsqu'il est à Amsterdam, il produit de plus en plus, probablement dû à des difficultés financières, que cette production de plus en plus nombreuse et massive devient de moins en moins convaincante et de moins en moins fidèle à ce qui étaient ses caractéristiques et ses qualités les plus extraordinaires quand il était à Delft. C'est peut-être cela, cette obligation de produire pour survivre financièrement et peut-être cette obligation de produire associée à une trahison esthétique et à un renoncement à ce qui faisait pour lui l'essentiel de son art, qui débouche sur la folie, sur l'enfermement dans cet asile de fous et sur la mort. Regardez par exemple ce tableau que certains disent ultime. C'est vrai que je trouve personnellement que on est dans quelque chose de très apprêté, on est dans quelque chose, on ne retrouve plus le côté, comment dirais-je, sacré du quotidien. Il me semble que chez Vermeer, comme chez Peter de Hoogh, et c'est probablement le point commun de leur séjour à Delft, il y a une capacité à incarner le sens, ce qu'on pourrait appeler le sacré ou le sens dans la quotidienneté qui s'est perdu chez lui. Donc, il est enterré le 24 mars 1684 à Amsterdam après un séjour en asile de fous. Alors, l'œuvre sur laquelle je voulais revenir un peu plus longuement, c'est celle-ci, qui est à la National Gallery à Londres, et dont vous voyez qu'évidemment, c'est une œuvre essentielle de la période Delft. Nous ne sommes pas un château, nous sommes dans une maison bourgeoise faite majoritairement avec des briques, et nous avons trois personnages. Est-ce la servante et l'enfant, et la dame que nous voyons de dos est-elle la maîtresse? Est-ce la maîtresse et l'enfant avec la servante vue de dos? Je ne sais pas. Je vous laisse décider. En tout cas, nous y reviendrons dans un instant. Nous retrouvons notre balai et notre seau. Voilà, cet univers est un univers qui est important pour Vermeer, avec ici une toute petite différence, même si c'est visiblement le même endroit qui a été utilisé à peu près. Hein. On a inversé l'orientation de la tonnelle, hein, qui monte de gauche à droite, alors qu'ici, elle monte de droite à gauche, si je puis dire. Mais l'encadrement du passage semble le même et la plaque également. Ici, néanmoins, vous voyez, on n'est pas dans la tranquillité de cet univers familial aux deux femmes et l'enfant, puisque une femme est en train de boire, un homme est en train de fumer, et vous avez quelqu'un qui tient à la main, évidemment, le vin. Alors la question, c'est pourquoi la fait-il boire? Est-ce qu'il lui offre tout simplement du vin et l'intention est parfaitement voilà, saine et bon, mais où est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Voilà. Alors, l'inscription, évidemment, est importante. Hein. C'est une inscription qui a été préservée aujourd'hui au fameux musée communal du Prinsenhof de Delft. Et elle dit, c'est le Val de Saint-Jérôme. Alors, vous aviez à cet endroit-là, dans l'ancien temps, dans le temps du catholicisme romain, un monastère qui était dédié à Saint-Jérôme. Donc, on rappelle ici que c'est le Val de Saint-Jérôme. Soyez dans la patience et la douceur, car nous devons d'abord nous abaisser si nous voulons être relevés. Et vous voyez que la plage date de 1614. Alors, c'est probablement cette idée que les valeurs monastiques, hein, les valeurs du sacré qui s'incarnaient dans les communautés monastiques, dans la Réforme, elles doivent s'incarner dans toutes les vies quotidiennes de tous les fidèles. Au fond,
ce qui semblait être réservé aux moines dans l'ordre ancien du catholicisme romain, ça devient finalement la responsabilité de tous les croyants, de tous les fidèles. Et donc, il y a une qualité de décence de vie, hein, une vie, c'est plus tellement une vie religieuse, mais c'est une vie décente. Et cette décence de la vie, elle est très importante dans la construction du sens. Spinoza, vous vous souvenez probablement de cette phrase, et Spinoza est contemporain, bien sûr, de Hur, de Vermeer. Par réalité, par perfection, j'entends la même chose. Nous n'avons pas d'autre endroit où tenter de construire une perfection que, évidemment, dans le quotidien et dans le réel. Et cette perfection, elle n'a pas besoin d'être éclairée par des lumières caravagesques, elle n'a pas besoin d'être relevée d'auréoles sacrées qui signaleraient le saint, le juste. Cette perfection, elle est la responsabilité de tous ceux qui sont dans le réel, c'est-à-dire nous tous, chacune et chacun d'entre nous. Voilà. Alors, évidemment, vous avez d'abord le sol, que vous voyez, est relativement impeccable, et vous avez là cette obsession de la propreté, car, alors en anglais, vous savez, dans l'Angleterre victorienne, on parlait de cleanliness, la propreté, et godliness, le fait d'être fidèle à Dieu. Mais je pense qu'il y a une anticipation de ça ici qui est très nette. Hein, et vous retrouvez le fameux balai des pantoufles. Et regardez la façon dont les pantoufles sont posées par terre avant d'entrer dans la pièce commune, signale combien la pièce commune est un lieu sacré. N'oubliez pas que quand Moïse s'est retrouvé face à face avec le buisson ardent, la voix qui sortait du buisson lui a dit de se déchausser parce que la terre qu'il foulait était sacrée. Et d'une certaine façon, alors on peut dire, oui, il faut laisser ses pantoufles pour ne pas salir, mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui tient à cette idée de l'espace quotidien réel de la vie familiale devrait pouvoir fonctionner comme un espace sacré dans le respect par chacun de ses devoirs pour justement créer une vie qui soit harmonieuse et qui, par sa réalité, puisse nous parler de perfection et par sa perfection nous parle de réalité. Alors, à l'époque, sortaient des livres extrêmement intéressants, hein, comme ici le livre de Peter Wittevogel qui s'appelle L'économie chrétienne, c'est-à-dire comment l'espace de la vie quotidienne doit être finalement marqué par des valeurs chrétiennes, mais des valeurs chrétiennes incarnées dans le quotidien. Vous avez en haut la foi, l'espérance et la charité, vous avez à gauche Moïse, à droite le roi David, et puis vous avez tout un tas d'aspects de la vie quotidienne dans lesquels il faut absolument que cette foi chrétienne s'incarne dans une économie, c'est-à-dire dans une manière de vivre et de gérer et de faire fonctionner le quotidien. Et alors évidemment, Nicolas Mass, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est un Delftien lui aussi, bah, il vous dit voilà, il y a un problème, c'est la paresse. Hein. C'est-à-dire que si, alors, la grande question, c'est est-ce qu'elle s'est endormie parce qu'elle a trop travaillé ou est-ce qu'elle s'est endormie parce que quand elle n'est pas au travail, elle fait des choses qui fait que quand elle revient au travail, elle s'endort. Voilà, ça, c'est, vous réfléchirez à tout ça. Mais il y a quand même ce problème de l'absence de travail. Et ça, c'est cette idée que dans la religion réformée, le travail, plus encore que le salaire de péché, c'est l'opportunité de collaborer à l'œuvre créatrice volontairement jamais achevée de Dieu. Et alors, évidemment, la question, c'est, il y a visiblement ici un débat entre quelqu'un qui voudrait se faire payer et quelqu'un qui n'est peut-être pas si prêt que cela à payer ce qu'on lui demande. Et ce débat entre un homme et une femme qui est peut-être la tenancière d'une maison close nous ramène à ce qu'on appelait à l'époque, parce que derrière, vous avez à la fois deux hommes et une femme, peut-être des militaires, peut-être des bourgeois, vous avez la question des scènes de corps de garde, hein, les salles de garde, qui deviennent un genre essentiel dans la peinture de l'époque et qui sont le contrepoint antithétique nécessaire des scènes d'harmonie bourgeoise dans lequel le respect d'un certain nombre de valeurs sacrées incarnées dans le quotidien assure la dignité et le bonheur de ce quotidien. Ici, on est en salle de garde, les soldats sont des gens dangereux parce que ce sont des gens violents, ce sont des soldats envoyés par les spines pour essayer de récupérer du. Et du coup, nous sommes obligés d'avoir des soldats. Alors, on sait que
quand on pense à la ronde de nuit, c'était on ose à peine parler de citoyens, mais disons c'était les habitants, les citoyens des villes et des provinces hollandaises qui devaient se former à l'activité militaire pour évidemment résister à un envahisseur éventuel, car l'idée c'était qu'une armée de métier, elle était associée à un pouvoir royal et un pouvoir monarchique autoritaire, et que quand l'armée n'était pas utilisée pour la guerre, elle était utilisée pour la police contre tous ceux qui pouvaient apparaître comme des déviants. Et vous avez ici un autre tableau de corps de garde avec la représentation, bien sûr, de la musique, des fusils, et peut-être que la suggestion de cette femme avec l'enfant au premier plan à laquelle elle est en train de donner le sein, c'est l'idée que les soldats sont des gens qui ont des vies erratiques avec des femmes dans plusieurs endroits, etc. Sauf si ce sont, encore une fois, des bourgeois en train de s'entraîner pour peut-être un service militaire qui permettra de sauver contre l'envahisseur les valeurs des Provinces-Unies. Regardez ici, c'est Peter de Hoor. Hein. Vous avez quand même cette tension entre, ça c'est typique auberge, mais auberge à dérive corps de garde, les cartes, hein, la fumée, les pipes, et puis bien sûr le problème de l'alcool et le problème de ce qu'il faudra payer pour. Hein. Voilà. Regardez chez Ludolf de Jong, vous avez vraiment la salle de garde et la transgression, c'est-à-dire que sous l'effet de l'alcool, le désordre et le transgressif fait véritablement son entrée dans une société par ailleurs extrêmement en quête d'incarnation du sens dans le quotidien, comme par exemple ici chez Peter de Hoor. Vous voyez la différence entre ces deux scènes, hein, et elles sont pratiquement peintes au même moment, et elles sont peintes toutes les deux à Delft. Rudolf de Jong d'un côté, hein, ça, c'est les deux bouts de la chaîne. Ça, c'est ce dont la Société des Provinces-Unies a peur, tout en étant obligé d'en confronter la nécessité si vraiment il faut des soldats pour protéger les valeurs de cette société contre la monarchie absolue espagnole et le catholicisme romain. Hein. Mais en même temps, le rêve, c'est ça. Le rêve, c'est cette espèce d'austérité, cette sobriété, qui ne veut pas dire qu'on n'a pas les biens de la terre. Si vous regardez ce qu'il y a sur la table, il y a des fruits, il y a, voilà. Mais tout ceci est conduit et le résultat, effectivement, d'un travail. Vous trouvez à l'arrière-plan la Nieuwe Kerk, hein, qu'on avait vu tout à l'heure chez Karel Fabricius, où est enterré Emmanuel de Witt, et voilà. Bon. Et donc, dès que vous voyez apparaître de l'alcool, il y a un tout petit problème, surtout si cet alcool, plutôt que dans la main des hommes, est dans la main des femmes. Est-ce que les femmes apportent le verre à l'homme ou est-ce qu'elles vont elles-mêmes boire? Ça, c'est la grande question. Et si les femmes commencent à boire, alors, regardez par exemple ici, on sent bien que cette femme qui boit n'est plus tout à fait dans son état normal. Et vous voyez ici la femme qui s'étonne qu'on lui offre un verre de vin, qui demande si ce verre de vin lui est bien destiné et qui peut-être entrevoit derrière l'offre de ce verre de vin autre chose que. Alors, il y a toujours un petit côté populaire, je dirais presque prolétarien chez Peter de Hoor, alors que le même sujet chez Vermeer, où vous retrouvez à la fois le petit flacon blanc dont on a parlé tout à l'heure, chez Peter de Hoor, mais aussi dans la leçon de musique de Buckingham Palace, et puis la chaise aux têtes de lion. Hein. Chez Vermeer, c'est la même scène finalement, mais vous sentez que Vermeer est du côté d'une bourgeoisie riche, installée. Hein. Alors que Hoor n'hésite pas à aller chercher un certain nombre de sujets un peu marginaux dans justement des marges de la société. Hein. En même temps, Hoor est capable de faire ce que je trouve là aussi magnifique. Vous voyez la scène de l'intérieur et vous avez la terrasse sous tonnelle. Vous avez la perspective est marquée par l'extraordinaire travail de fer sur la vitre. Hein, et vous avez à nouveau cette offre du verre de vin qui peut paraître un tout petit peu. Et vous voyez que ici, le vin se combine avec le tabac et avec les cartes, c'est-à-dire avec les jeux de hasard. Tout ceci va contre les obligations du mariage telles qu'elles sont décrites dans ce livre de morale de Jacob Katz, publié à Amsterdam en 1625.
Et quand vous voyez cette scène ici, Peter de Hoogh, bien sûr, vous avez à nouveau une carte comme celle qu'on voyait tout à l'heure dans La jeune fille de Vermeer. La présence à l'arrière-plan du lit pourrait suggérer que nous sommes en fait ici, non pas dans une maison bourgeoise, mais dans une maison close. Il y a la chaise à la tête de lion, c'est complètement fou, hein. Et puis, il y a bien sûr, j'arrive pas à voir si vraiment le flacon est le même flacon blanc, mais on est dans cet univers ici en train peut-être de devenir un univers pervers et dangereux pour les valeurs de. Vous avez ici un retour à Utrecht et à Dirk van Baburen avec ce qu'on appelle l'entremetteuse, hein. Vous sentez que la femme à gauche est une prostituée, l'homme tient l'argent et c'est l'entremetteuse qui a assuré à la fois la rencontre et probablement bénéficiera d'une partie du paiement. Alors, c'est beaucoup moins marqué chez Vermeer, mais ces scènes où on voit des femmes et vous sentez qu'à l'arrière, à la fois vous avez le fronton triangulaire sur la fenêtre mansardée dans le toit, et vous avez ces pilastres qui ne sont plus cannelés, mais qui sont lisses, avec ces chapiteaux doriques ou toscans, influence italianisante évidente, qui correspondent peut-être à un embourgeoisement de la société, à une ouverture sur des influences extérieures, et la femme qui est en train de boire, comme ici d'ailleurs, alors qu'on est ici dans un univers beaucoup plus nettement traditionnel de Delft, sans influence extérieure et avec la Nieuwe Kerk à l'arrière, hein, voilà. Mais c'est la femme qui boit, hein. Et à mon avis, il y a des cartes sur la table et la pipe, hein. Et peut-être que ce tableau de Hoogh est un tableau assez intéressant parce qu'il nous parle de, au fond, hein, la cour devient une espèce de jardin. Je ne sais pas si vous avez vu au premier plan à droite, c'est pas très bien tenu, il n'a pas été très bien balayé, très bien nettoyé, et ça pose une question. Et puis vous sentez qu'il y a un aspect un tout petit peu proliférant de la végétation, hein. Et cet aspect un peu proliférant de la végétation, est-ce que ça veut dire que on est dans un jardin d'Éden qui n'est pas bien tenu, hein, qui n'est pas suffisamment tenu, taillé, voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une menace de la nature qui, si elle reprenait ses droits, risquerait de mettre en péril l'ordre et le sens de cette société, qu'on retrouve par contre ici, parce que ici, vous avez des gens qui sont au travail. Vous avez quelqu'un qui tisse et vous avez quelqu'un qui apporte un seau et de l'eau. Je n'ai pas rapporté volontairement la ruelle de Delft de Vermeer parce que tout le monde la connaît, mais comme par hasard, dans la ruelle de Delft, vous avez la femme de droite qui est en train de coudre, de rabauder, et la femme de gauche qui s'occupe d'un balai et d'un seau pour. Et là, vous avez dans cet univers, alors une vue de profil, l'autre vue de dos, cette idée du travail comme le lieu qui garantit la présence du sens. Un sens qui n'est pas transcendant, mais qui est immanent et qui habite le quotidien. Le sens n'appartient plus aux représentations sacrées. Tout à l'heure, effectivement, la trahison de Pierre ou Dieu sait quoi. Le sens doit s'incarner dans une certaine manière de vivre dans le quotidien. Et on retrouve ici la même chose, hein, avec la servante et la femme. Là, il ne s'agit pas de vin, il s'agit probablement d'eau et il s'agit d'aller laver, d'aller nettoyer. Le lavage est très important. C'est une sorte de baptême. De même, le rangement, l'ordre. Vous voyez l'armoire à linge, toujours Peter de Hoogh, bien sûr, ici, hein, cette armoire à linge, avec, regardez, l'extraordinaire ouverture sur premier espace, deuxième espace, le trottoir avec une flaque d'eau, la rue et puis les autres maisons en face, hein. Et peut-être, alors ce tableau est très émouvant parce qu'il s'appelle Le premier devoir d'une mère. Et qu'est-ce que c'est que le premier devoir d'une mère? C'est bien sûr de vérifier que ses enfants n'ont pas de poux dans les cheveux, hein. Épouiller votre enfant, pour une mère, c'est le premier travail. Cette obsession de la propreté et de la nécessité de faire disparaître les parasites. Et avec un travail absolument magnifique sur la première fenêtre, la porte ouverte sur dehors dans la partie supérieure, la lumière qui entre sur les carreaux, enfin voilà. Alors, si on revient évidemment à notre tableau,
L'enfance est capitale. L'enfance, là aussi, la grande question, c'est dans la réforme protestante, l'enfant est tout de suite le terrain de bataille entre la grâce et le mal. Rudolf de Jong, ici en 1661. Et vous retrouvez ici Rudolf de Jong dans une scène très proche de Our, avec une de ces cours intérieures qui séparent des maisons à Delft, et vous retrouvez le thème du travail des servantes, la maîtresse de maison, l'enfant. Hein, voilà. Et peut-être qu'effectivement, toutes ces scènes d'enfants dans un espace domestique dont on s'occupe, qu'on nourrit, auquel on apprend des choses, c'est un souvenir de la vie cachée de Nazareth. C'est-à-dire que ce n'est plus Marie, c'est une femme ordinaire du quotidien, ce n'est plus l'enfant Jésus, c'est tout enfant, mais en même temps, c'est la même histoire qui se joue, c'est-à-dire comment vous formez quelqu'un à la responsabilité du sens. Hein, ici, chez Peter de Hoogh, bien sûr, très beau tableau, où on retrouve la mère, les enfants, l'enfant au berceau, l'enfant au sein, l'animal, le feu du foyer domestique. Hein. Ici, j'ai pris celui-ci parce qu'on retrouve en plus la servante. Et puis alors, ce que j'aime beaucoup, évidemment, c'est la manière dont le quadrillage des fenêtres vient marqué d'une lumière. Voilà, c'est peut-être un rappel du fait que tous ces tableaux ont probablement été faits au départ à partir d'un quadrillage sur une toile enfin, je ne sais pas, peut-être. Hein. Et vous voyez ici à nouveau la mère qui donne le sein, la servante avec le seau qui va chercher l'eau, qui nettoie tout, l'impeccabilité du sol, la série des espaces emboîtés les uns dans les autres par l'ouverture sur la gauche et l'enfant. On retrouve toujours ces scènes qui sont, je trouve, personnellement extrêmement émouvantes et qui traduisent cette idée qu'il est peut-être possible d'incarner le sens et le sacré dans le quotidien et le réel. Ici, à nouveau, avec, regardez, la très belle ouverture, les niveaux horizontaux différents, la fenêtre, le portrait qu'on entrevoit sur la droite, un autre niveau sur la gauche, voilà. Et ici, avec Persée et Andromède sur le tableau à gauche, là aussi, influence d'une mythologie. Ça, c'est l'embourgeoisement amstélodamois est assez net quand même ici. Hein. Voilà, avec le fronton triangulaire italianisant, la référence mythologique et en même temps l'idée que le travail de la mère, c'est la lecture et d'apprendre à lire. Hein. L'enfant qui rentre pendant que la mère est en train de ranger la chambre et qui voit la mère au travail. Hein. Alors ici, vous avez le frère cadet de Franz Hals qui vous montre les enfants en train de jouer aux cartes. Et la question, bien sûr, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est-à-dire, est-ce que ces enfants sont vraiment en train de jouer à un jeu qui est pour enfants ou est-ce que ces enfants sont en train de s'initier à un jeu qui est un jeu de hasard, qui est caractéristique de l'âge adulte et dont les enfants auraient dû être préservés par l'étude. Hein. Ici, chez Franz von Mieris, vous avez l'invitation de la mère avant qu'elle donne à l'enfant la tranche de pain à la prière qu'on appellerait aujourd'hui le bénédicité ou l'action grâce pour le pain qu'on va recevoir. Et vous voyez combien le pain est lié au travail à gauche avec le rouet. Rouet, le travail qui permet de gagner l'argent, qui va permettre de payer le pain, qui va permettre de nourrir l'enfant. Et l'enfant doit rendre grâce à Dieu de cette espèce de circulation entre travail et nourriture. Hein. Saint-Redam, ici, qui sera un peintre très connu pour d'autres raisons sur lesquelles je ne peux pas m'attarder maintenant, d'après Hendrik Goltzius, un peintre graveur du siècle précédent, réalise une série sur les 4 moments du jour. Et sur les 4 moments du jour, ici, vous avez le matin au moment où on distribue le petit déjeuner, et vous sentez qu'à l'arrière-plan, c'est le monde de l'étude, et que là, le petit déjeuner, à la fois la petite fille est en prière devant ce que sa mère va lui donner, et le garçon, avec beaucoup d'élégance, remercie sa mère. Donc on est dans un monde de la gratitude, on est dans un monde de l'action de grâce, on est dans un monde extrêmement ritualisé, mais de manière très simple et très quotidienne. Le quotidien est le lieu où se joue le sacré par la médiation du rituel. Ici, l'enfant vient rapporter le pain à la maison, Peter de Hoogh, avec à nouveau
la chaise aux têtes de lion, bien sûr, hein, très belle couleur. Et ici, on est en train de peler une pomme et on donne la pelure à l'enfant. Le tableau de la mère et de l'enfant préparant, la mère préparant une tranche de pain beurré pour l'enfant et qui appartient à la collection Getty dont j'ai parlé tout à l'heure, le voilà. On retrouve ce geste qui sert à nourrir physiquement, nourrir intellectuellement, nourrir spirituellement, ce qui est la fonction de la mère, du père, mais de la mère surtout, ou de celle à laquelle la mère délègue cette fonction, la servante. Hein. Vous avez ici la motte de beurre sur la chaise, vous avez ici les pieds de l'enfant posés sur le sol impeccable, et alors évidemment ici, vous regardez, c'est assez étonnant parce qu'on voit à droite, derrière le quadrillage des fenêtres, la présence du père, de l'homme, hein, et derrière l'école. Alors, on voit bien que dans ce tableau, on passe d'un univers domestique gouverné par la mère à un univers auquel on ne pourra accéder que par l'école et qui est plus l'univers du père. C'est ce qu'on appelle la théorie des sphères séparées. Le père est dans le monde réel pour y agir. La mère a une responsabilité tout aussi importante, mais à l'intérieur de la maison. De même que le père crée de la valeur en dehors, la mère est gardienne des valeurs et crée de la valeur à l'intérieur. Et la médiation entre l'intérieur et l'extérieur, c'est l'école que vous voyez là. Et regardez ce merveilleux tableau de Gary Dew qui vous parle d'école la nuit, hein, c'est-à-dire que si on est requis à différents travaux dans la journée, eh bien, il ne faut pas hésiter à partir à la recherche de la connaissance la nuit. Ça, c'est très réformé. Hein. La connaissance ne vient pas d'un dogme auquel on croit, la connaissance vient d'un travail d'exploration du texte sacré et de révélation de ce que le texte sacré a à me dire à moi dans ma quotidienneté. Alors, j'aime beaucoup ce tableau à cause, bien sûr, du personnage de gauche. Hein. Si vous regardez ce tableau qui a été fait quelques années avant par Vermeer dans le même type d'univers, hein, vous retrouveriez le balai, le seau, la servante, le travail, etc. Et vous avez à nouveau l'ouverture sur la gauche vers un ailleurs. C'est ça qui me fascine. Mais dans ce tableau que j'aime beaucoup, mais un peu moins, de l'extérieur arrive un homme qui rapporte à l'intérieur du monde domestique la préoccupation du réel, du social, de l'économique au sens des forces du travail, de la richesse, etc. Alors que dans celui-ci, pour moi, enfin que j'ai toujours préféré à celui que je viens de montrer, ce que j'aime beaucoup, c'est peut-être le dédoublement de la présence féminine. D'abord, il n'y a pas d'homme, et vous avez d'un côté à la fois la femme qui s'occupe de l'enfant et probablement s'occupe de la propreté de la cour, hein, mais vous avez aussi la femme qui vous parle d'un ailleurs et peut-être du rêve. Elle vous dit au fond, et moi je trouve ça personnellement tout à fait bouleversant, elle vous dit mieux à mon avis qu'ici. Hein, parce qu'ici, vous voyez ce que voit le personnage qui n'est pas dans la pièce. Alors, bien sûr, on est dans une œuvre tardive qui date de la période d'Amsterdam, avec la richesse, avec le luxe, avec la musique, avec le vin, mais vous avez le personnage que l'on voit de dos, Rouquefilou, qui est en train de regarder vers un ailleurs. Mais ce que j'aime infiniment dans ce tableau-ci, c'est que nous ne voyons pas ce qu'elle voit. Ou alors, ça n'est qu'une répétition de, mais une répétition peut-être différente. Et c'est peut-être au fond ça qui me touche énormément dans ce tableau de Vermeer, c'est cette idée que même si on est totalement incarné dans l'ici et le maintenant, comme le sont cette femme, cet enfant, le seau, le balai, on ne peut pas se dispenser d'une sorte d'attirance extraordinaire vers l'ailleurs. Au fond, l'ici n'est jamais que le résultat d'une fascination. Est-ce que c'est une nostalgie pour un ailleurs? Et c'est cette combinaison de l'ici et de l'ailleurs que j'ai toujours beaucoup aimé dans ce tableau. Regardez, je voulais vous remontrer ça parce que c'est vraiment tellement caractéristique de l'œuvre de Peterloo, avec un jeu extrêmement étonnant sur une partie qui est dans l'ombre, mais qui est quand même essentielle, puisque c'est le geste par lequel, encore une fois, on nettoie, on lave, on redonne sa beauté au quotidien.
Et il ne s'agit pas d'aller chercher une beauté ailleurs. La beauté, elle est là et elle dépend de notre capacité à nous laver le regard et à laver les objets, d'une certaine façon. Et puis, très, très beau, cette femme et l'enfant dans la lumière venant de la fenêtre avec le quadrillage des carreaux projetés sur le mur. Je trouve ça très, très beau. Voilà, je voulais donc passer une heure, un tout petit peu plus d'une heure avec vous sur cette œuvre apparemment très très simple et nous avons fait pas mal de détours pour nous apercevoir que, ou pour essayer d'approcher cette idée que sous la simplicité apparente, il se joue peut-être des choses beaucoup plus, sinon complexes, mais beaucoup plus denses, beaucoup plus essentielles. Qu'y a-t-il de l'ailleurs dans l'ici que nous habitons, alors qu'il n'y a pas d'autre ici où habiter que le nôtre? Je vous remercie.